Troisième et dernière partie de notre émission dans le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle en octobre 2025. Un nouvel invité m'a rejoint, Bernard Oudin. Vous êtes le conseiller spécial de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Justement, nous parlions de lui dans la deuxième partie de cette émission, notamment pour évoquer la question de sa réinscription sur les listes électorales. Vous savez que celui dont vous êtes le conseiller n'est plus électeur ni éligible aujourd'hui. Il n'a pas pu bénéficier de l'ordonnance d'amnistie prise en 2018 par le président Alassane Ouattara. Le débat est donc, la question se pose aujourd'hui de ce qui va advenir de lui par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Quel est votre avis sur la question? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de débat. Le débat est clos le jour où Gbagbo a été acquitté à la CPI, que ce soit en instance ou en appel, parce que vous parlez de la loi d'amnistie du 6 août 2018. Oui. C'est une loi d'amnistie sur des faits qui donc n'existent plus. Et les gens qui étaient soi-disant responsables des faits ne sont plus responsables de rien puisque les faits ont disparu. Je résume. Donc, M. Koné-Katinan, par exemple, ou M. Désiré Dallo, qui était ministre des Finances, ont été amnistiés. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire état de ça dans quoi que ce soit, dans leur curriculum vitae, etc. Pour le président Gbagbo, c'est simple, parce que dans la même loi d'amnistie, il est précisé que pour le président Gbagbo, étant sous l'empire de la loi internationale dans sa position à la CPI, et en 2018, le premier acquittement n'avait pas été encore prononcé, et ça dépendait de la loi internationale. À partir du moment où Laurent Gbagbo a été totalement acquitté, que ce soit en instance ou en appel, la loi d'amnistie s'applique à lui en Côte d'Ivoire de façon absolue. Et il n'est même pas besoin de prendre un décret ou quoi que ce soit. Il rentre dans les règles Et tous les juristes professionnels vous diront la même chose. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Pourquoi? Non, je ne pense pas que ce n'est pas le cas. C'est le cas. Oui. Ce que je pense, c'est que les gens font de la rétention non juridique. Et pourquoi? Pour des raisons politiques, expliquez. Sans doute obscures, en imaginant qu'on va essayer d'empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est vouloir empêcher l'eau de couler sous les ponts. Laurent Gbagbo sera candidat. Et je peux même vous faire une petite confidence personnelle. Je pense que Laurent Gbagbo, non seulement je pense, mais je suis certain qu'il sera candidat. Et je pense qu'en même temps, la commission électorale à venir ne sera pas présidée par M. Clivert Koulibaly. Ah bon? Ah ben, bien entendu. Parce que... Et à 1 an de la présidentielle? La présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, c'est sans doute l'événement le plus important que la Côte d'Ivoire va connaître sur les 25 dernières années. Bien sûr. J'en ai parlé souvent au président quand je le voyais dans les conditions que vous imaginez. Et je lui avais dit un jour, président, il n'y a qu'une solution. D'abord, vous serez acquitté. Deuxièmement, vous devez revenir à Abidjan pour être candidat et être président de ce pays, parce que vous êtes la seule personne qui peut faire le pont entre une période et une autre. Il m'avait dit à l'époque, j'ai été président 10 ans, il faudra voir les choses, mais d'abord que je sorte de cette prison. Il est sorti, et aujourd'hui, il est évident que le problème dépasse Laurent Gbagbo, le problème dépasse les aspects pratiques d'une commission électorale, d'une liste électorale, d'un enrôlement, etc. On est face à un événement historique. La Côte d'Ivoire a connu, c'est depuis, je mettrai le curseur, sur décembre 1999, quand Dédié est parti dans les conditions qu'on connaît. Alors, il s'est passé ça, il s'est passé la transition militaire, l'élection de Laurent Gbagbo en 2000. Et là, je voudrais faire une précision. J'entends souvent les gens répéter « Oui, mais même Gbagbo lui-même a dit qu'en 2000, l'élection était calamiteuse. Son élection était calamiteuse. » Ce n'est pas l'élection de Gbagbo qui a été calamiteuse. J'étais à Abidjan à cette époque-là et je pense que l'élection d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire a été l'élection la plus libre, la plus correcte que le pays ait connue. La seule chose, c'est que Laurent Gbagbo a dit une phrase sur la calamiteux, c'était la situation du pays à l'époque. Après 10 mois
de transition militaire et d'arrêt du pays. Moi, je vivais à Abidjan à l'époque, je peux vous dire, la Côte d'Ivoire, pendant ces 10 mois-là, c'était la foire d'empoigne. Vous pensez, vous faites une sorte de profession de foi, vous pensez que le président Laurent Gbagbo doit rediriger la Côte d'Ivoire et vous semblez même dire que c'est le destin qui le veut? On peut mettre tous les noms qu'on veut autour, oui, et on peut dire je suis. Vous dites il est le seul Ivoirien qui puisse faire le pont. Aujourd'hui. Bon, c'est pas très honorable par rapport aux autres Ivoiriens. Il faut quand même. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il faut prendre les choses très clairement. Oui. Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens dignes de diriger la Côte droit. d'Ivoire. Pas tous, parce que malheureusement, on ne peut pas demander à tout le monde. Oui, on est d'accord. Oui. Il y a des gens qui sont capables de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je dis, dans l'état où est la Côte d'Ivoire, dans la situation qu'a traversée la Côte d'Ivoire ces 15 ou 20 dernières années, je pense qu'il y a un seul homme qui peut faire le pont de ces deux périodes-là. Et cette personne-là transcende les partis politiques, transcende les générations. Ce n'est pas un problème d'âge, etc. Je vais faire un parallèle. Quand Nelson Mandela est sorti de prison en 1990, et qu'il est devenu président en 1994, il y avait d'éminents dirigeants de l'ANC avec lui, mais il représentait une figure tutélaire, et c'est lui qui a été... Parce qu'il y avait une sorte de destin. Et je pense que pour le président Gbagbo, c'est ne pas faire d'ombrage aux autres, mais si on prend... en plus, le président Bédi a disparu. Je pense que Laurent Gbagbo, c'est au-delà. C'est pour ça que c'est au-delà d'une profession de foi, etc. Et c'est très clair, c'est très clairement dit dans votre livre Gbagbo, un homme, un destin, que vous avez écrit sur l'homme. C'était un petit peu dans l'optique de préparer les gens à ce que on va se retrouver. Au pouvoir. Il faut qu'ils reviennent au pouvoir pour remettre un peu de démocratie au vrai sens du terme dans ce pays. Parce que l'histoire de la commission électorale actuelle, c'est qu'on n'est plus dans la démocratie. Très bien. Écoutez, Salif Koné, il y a deux bonnes nouvelles dans le propos de Bernard Houdin. Il dit il est certain que Laurent Gbagbo sera candidat. Je ne sais pas d'où il tient l'information, mais c'est ce que tout le monde souhaite. C'est un scoop. C'est ce que tout le monde souhaite. Et quant au président Ibrahim Koulibaly, cubiette de la CEI, et vous pensez qu'il ne sera pas non plus celui qui va conduire la présidentielle d'octobre 2025, mais comme il n'y a pas une boule de cristal ici, on va attendre que les choses se fassent très rapidement. Avançons et analysons le contexte actuel. Il est lequel? Il est que on ne sait pas encore si le président Alassane Ouattara sera candidat. Et nous sommes à 1 an de cette présidentielle. Il est difficile d'imaginer que notre Ivoirien, membre du RHDP, soit candidat à une élection alors qu'on ne le connaît pas, les Ivoiriens ne le connaissent pas encore, à 12 mois de cette élection. Oui, d'accord. Alors, moi, pour revenir un peu avec ce que M. Houdin a dit, je partage un point de vue vraiment total avec lui. C'est que l'élection 2025 sera l'élection la plus importante que la Côte d'Ivoire va connaître. Non pas parce que le président Gbagbo sera sur la liste, mais c'est la prise de conscience des Africains, des Ivoiriens, des enjeux qui vont se passer sur la vision que nous voulons et le destin que nous voulons pour notre pays. Pour la Côte d'Ivoire, absolument. L'orientation que nous allons prendre pour nos enfants dans les années à venir va se jouer sur ce virage-là. Donc, pour ma part, je pense que la personne qui va incarner cette vision des choses, sur la stratégie, sur la préférence nationale, sur les enjeux qui vont se passer là, c'est cette personne-là, aujourd'hui, que l'ensemble des Africains va soutenir. Dans la mesure où l'ensemble des pays qui entourent la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont dans une rupture totale avec la puissance coloniale, qui a une influence aussi sur la vision de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je pense que les enjeux que nous avons dépassent le problème de la personne du président Laurent Gbagbo, du président Alassane Ouattara, et touchent vraiment le cœur des Ivoiriens, parce que demain, nous ne voulons plus vivre dans ces conditions-là, et nous cherchons le leader qui est capable de nous accompagner
vers cette ouverture d'esprit, c'est ce contrôle de notre pays, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se disent, qui se font, et on n'a pas la solution. Je suis d'accord avec M. Audin par rapport à ça. Sur ce point, on partage le même point de vue. Donc nous sommes partie prenante, parce que chacun doit se battre, chaque Ivoirien dans sa petite maison doit se battre pour que demain, on ait des jours meilleurs pour la sécurité des Ivoiriens. Je l'ai dit, vous êtes un sympathisant du RHDP. Et vous, comment vous positionnez-vous, ou du moins, c'est quoi votre regard sur la participation du RHDP à cette présidentielle, avec ou sans la candidature? Alors, moi, quand je prends du recul, aujourd'hui, l'analyse que je peux faire, je me rends compte que presque tous les partis politiques africains, francophones, je précise bien francophones, tournent autour d'un individu. Ça veut dire que vous prenez le PDCI, que vous prenez aujourd'hui le PPACI ou le RHDP ou un truc, tourne autour d'une seule personne. Et que si cette personne-là, au cours de la vie, venait à avoir un accident de la vie, le parti avait du mal à se remettre. Donc aujourd'hui, la vision que nous devons avoir aujourd'hui, nous, jeunes Ivoiriens aujourd'hui, nous ne devons pas idéaliser un individu à la tête d'un parti, mais une vision de société pour dire, si demain, monsieur le président Alassane Ouattara ne doit pas être candidat, nous devons avoir à l'intérieur de ce parti-là une vie démocratique qui sont capables de former et de mettre des gens qui sont capables de le remplacer. Et que ça ne se passe pas comme avec des discours, parce que souvent, on a l'impression, excusez-moi du terme, qu'à part certains individus, il est incapable d'avoir des intellectuels qui sont capables de faire, comme M. Audin le dit, vous dit que... Tout le monde fait ça en 2020. Oui, c'est pour cette raison que c'est aussi une réflexion. C'est aussi une réflexion qu'il faut avoir. Est décédé, je n'ai pas le choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quels que soient les partis qui sont ici, on doit penser dans la stratégie. Si Gbagbo n'est pas là, on fait quoi? Si Ouattara ne se présente pas, on fait quoi? Si Mme Yves Gbagbo ne se présente pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des lieutenants qui sont capables de pouvoir arriver et qu'on va idéaliser sur un seul individu, et si cet individu ne vient pas, on va faire la guerre civile? Et qu'à 12 mois de cette présidentielle, on ne connaisse pas encore le nom du candidat du RHDP, ça n'inspire aucune réflexion? À entendre les militants ou les membres du bureau politique, ou tout, je ne vais pas avoir... On a l'impression de le dire que le peuple ivoirien a déjà choisi son candidat. On va dire ça comme ça. Donc, pour moi, il me semble naturel que, au vu des calculs aujourd'hui, le président Alassane Ouattara sera se présenter aux élections en tant que candidat du RHDP. Si on part de cette hypothèse, qui semble être aujourd'hui d'ailleurs la plus probable d'ailleurs, parce qu'il est difficilement imaginable que quelqu'un sorte comme ça du chapeau à moins de 12 mois de cette présidentielle et dise aux Ivoiriens, je suis le candidat. Mais enfin, tout est possible, passons. Mais dans l'hypothèse, effectivement, que le président Alassane Ouattara est candidat, vous, Jérôme Toto Baloubi, vous évaluez comment aujourd'hui vos chances, vous, parti de l'opposition, PPACI, MGC, FPI, du moins ce qui en reste, COGEP et tout ça, comment vous positionnez-vous? Comment évaluez-vous aujourd'hui vos chances de remporter cette présidentielle face au candidat Alassane Ouattara? Écoutez, d'abord pour nous, le plus important, la première étape dans la présidente du MGC l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord mettre en place les conditions. Les conditions d'une élection juste, d'une élection transparente. Et ces conditions passent, je l'ai dit en introduction, passent par des réformes. Ces réformes-là, nous ne les demandons pas pour nous, nous les demandons pour la Côte d'Ivoire, parce que, je l'ai dit aussi, tous les problèmes qu'on connaît depuis 1999, c'est une question d'élection. Le système électoral pose problème en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, le dialogue le plus important dans un premier temps, c'est mettre en place ces règles-là. Et dans ces règles-là, il y a la qualité pour être candidat. M. Alassane est arrivé dans les conditions qu'on connaît en 2010. Il avait un mandat, normalement, selon les textes. Bon. Il a fait un deuxième mandat contre les règles du jeu. Il a même fait un troisième mandat. Il a fait un deuxième mandat contre les règles du jeu? Ben oui. Pourquoi? Ben parce que normalement, il a été un candidat exceptionnel par la signature du président Laurent Gbagbo.
qui a pris un décret pour en faire un candidat exceptionnel. Oui, mais une fois qu'il est candidat, il bénéficie des mêmes règles, des mandats éligibles. Voilà. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Et donc, pour nous, tout ça, ça fait partie des règles. Est-ce qu'il peut faire, selon la Constitution actuelle, est-ce qu'il a le droit de se présenter comme candidat? Ça, c'est à vérifier. Je n'ai pas tous les textes sous les yeux. Mais je veux dire, ce qui est important... Vous avez parlé de République en temps, hein, il faut en tenir compte aussi dans l'analyse. En fait. Sur le fond, pour nous, c'est d'abord les règles du jeu. Pour nous, ces règles-là passent par des réformes. Je l'ai dit, il y a le système électoral, il y a le listing électoral qui pose problème en ce moment. D'ailleurs, le débat est passé à la télévision, enfin à l'Assemblée nationale, où il y a 2 millions d'inscrits qui ne sont même pas ivoiriens. Donc, c'est autant de choses qu'il faut régler. Le découpage électoral qui est largement favorable aux partis au pouvoir. Mais il n'est jamais consensuel, un découpage électoral. Oui, mais Oui, mais d'accord, mais je veux dire, il faut au moins des règles, un minimum de règles. C'est-à-dire, quand vous prenez un territoire qui est plus petit que l'autre, qui a peut-être 6 députés, alors que celui qui est plus grand en superficie et même en population en a 2, il y a un problème. Mais que tout le monde fasse campagne et que tout le monde se fasse élire, au fond. Si le découpage électoral est le même pour tous les candidats et pour tous les partis politiques, si vous pensez... Mais il n'est pas le même, justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous prenez des zones du Sud, des villes qui sont plus importantes que certaines villes du Nord, mais ça, c'est des faits aussi. Oui. Où tu as 6 députés pour 100 000 habitants, alors que... Donc ceux du Nord sont favorisés par rapport à ceux du Sud? Oui, absolument. Mais allez faire campagne au Nord et les Ivoiriens du Nord vont vous élire. Oui, mais écoutez, vous savez comment se font les découpages électoraux? Bon, donc, ça, je ne dis pas que c'est un détail, mais c'est autant de choses importantes. Oui. Le système électoral, donc le découpage, le listing. Nous, on a demandé, en tout cas les partis de l'opposition ont demandé un audit de ce listing. Mais je comprends ce que voilà. Et donc, pour nous, c'est d'abord ça. S'asseoir avec le pouvoir en place sur les questions. Voilà, qu'on discute des conditions. Une fois qu'on se sera entendu sur les conditions, mais on va compétir. Bon. Et nous, dans notre démarche au niveau du MJC, nous pensons qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Si on veut aller à cette compétition. Y compris jusqu'à désigner un candidat unique. Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, nous n'en voyons pas. Au MJC, nous ne sommes pas fermés parce que nous ne voyons pas l'histoire. Nous, notre vision de la Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas à gouverner le pays seulement. C'est vrai, on veut être à la tête du pays. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et nous avons une vision de la Côte d'Ivoire d'ici 30, 40, 50, 100 ans même. Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que nous travaillons à cela. C'est intéressant. Et donc, pour nous, il est nécessaire que l'opposition se réunisse, se mette ensemble. Déjà, on a commencé au niveau de l'opposition avec la présidente Simone Gbagbo. On a mis en place une plateforme. Mais la plateforme, ce n'est pas pour l'instant une alliance politique pour les élections. La plateforme, c'est pour aller discuter avec le pouvoir en place sur les conditions d'une élection correcte. Monsieur Bernard Oudin, vous êtes dans cet état d'esprit aussi. Alors, je ne vais pas vous verser dans de la dramaturgie, mais qu'est-ce qui se passe si le dialogue national n'a pas lieu? Il est très improbable d'ailleurs qu'il ait lieu. Si les exigences de l'opposition ne sont pas satisfaites, que les mois passent, que la présidentielle approche et que la présidentielle arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir là-dessus parce que vous me parlez du scénario de l'apocalypse. Je voudrais d'abord terminer sur ce que j'ai dit par rapport au président Gbagbo et le destin. Je connais bien l'histoire et il y a un grand chef d'État qui a dit un jour « Les cimetières sont pleins de gens indispensables ». Donc personne n'est indispensable sur le long terme. Mais il arrive des périodes dans l'histoire où des personnes sont là pour faire passer d'une position à l'autre, d'une situation politique, etc., à l'autre. J'ai parlé de Mandela tout à l'heure. On est en France, sans le général de Gaulle qui va à Londres en 1940, la France ne serait pas là aujourd'hui où elle en est. Elle n'aurait peut-être pas eu un siège à l'ONU, etc. Il y a des circonstances. Et là, je parlais, pour Laurent Gbagbo, des circonstances de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire et du débat et je suis content que M. Koné dise que c'est effectivement une élection primordial pour l'avenir du pays. Et si tout le monde en a pris conscience, c'est déjà un premier point. Maintenant, puisque c'est une élection primordiale, il faut se donner les moyens, à tout prix, que chacun comprenne, et à commencer par tous les éléments d'une élection. Parce que les éléments d'une élection, ce n'est pas simplement la commission électorale ou le nom du président de la commission électorale. C'est d'abord la liste électorale, parce que
ce sont les Ivoiriens qui votent. Bien sûr. Et il faut que la liste soit une vraie liste. Prends un simple exemple qui n'est pas politique. Vous avez tant d'habitants en Côte d'Ivoire, vous avez tant d'habitants au Niger. La liste électorale au Niger, alors que les deux pays ont à peu près le même nombre d'habitants, il y a un tiers de plus d'électeurs au Niger qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a cette différence? C'est parce que les enrôlements sont mal faits en Côte d'Ivoire. À côté de ça, vous avez des gens qui, effectivement, ne sont pas nécessairement des Ivoiriens. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est issue aussi, comme tous les autres pays de la sous-région francophone, de l'AOF. Je parle en connaissance de cause, j'ai grandi dans l'AOF. Et à l'école, j'avais la carte de l'AOF au mur, et la Côte d'Ivoire n'était qu'une petite pièce de cette AOF. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui a été le miracle ivoirien sous Houphouët-Boigny, etc., il y a des dizaines de milliers, sinon de millions de personnes qui sont venues pour le travail, pour la suite, qui ont eu des enfants, qui sont devenus ivoiriens par le sol, etc. Donc on est un pays extrêmement mélangé, une mosaïque. Il faut que dans cette mosaïque, on retrouve qui est qui et qu'on fasse une vraie liste électorale. Et vous pensez que tout ça est possible, là, encore? Tout est possible à partir du moment où il y a des volontés et qu'on ne fasse pas ce qu'on essaye de faire sur le président Gbagbo avec cette histoire de non-éligibilité. Et il y a un autre élément, je vais rassurer M. Baloubi, c'est que là, on parle de l'élection présidentielle. Oui. Et l'élection présidentielle, heureusement, il y a une seule circonscription. Donc le découpage est réglé. C'est les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est tous les gens qui sont à l'intérieur de la frontière. Après, il faudra voir ce que c'est au niveau des élections législatives, communales, etc. Mais le premier problème qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'on a une circonscription unique, et que cette circonscription unique, il faut qu'elle soit voir qui est dedans, et si quelqu'un est bien dedans, qu'il n'y ait pas des mères de 500 enfants ou des dizaines de gens qui sont centenaires, etc. Donc il faut être très sérieux. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un problème de responsabilité collective des uns et des autres, et le pouvoir en place depuis 14 ans est responsable dans cette affaire-là. Responsable de quoi? Des listes électorales... il est le premier responsable, parce que tout ça, depuis 14 ans, doit être entretenu d'une année sur l'autre, l'enrôlement, etc. Il doit y avoir un suivi. Même les années où il n'y a pas d'élection, les gens doivent pouvoir s'enrôler, comme on fait en France. Oui. En France, et une dernière chose, c'est qu'il va falloir gérer ce pays après octobre 2025, parce que le premier problème de la Côte d'Ivoire, c'est son endettement. Et on en parle comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez le débat en France. Le président Alassane Ouattara a dit le 18 juin dernier, devant les deux chambres du Parlement ivoirien réunies, que la dette ivoirienne est maîtrisée. Elle est maîtrisée. Elle est passée de 5 000 milliards à 33 000 milliards. Si vous appelez ça une maîtrise, on va le payer pendant très longtemps, très très longtemps, quel que soit le président. Donc il faut quand même être sérieux. La maîtrise à ce niveau-là, c'est comme en France aujourd'hui. Avec l'argent qui a disparu dans le budget de l'État français, on est dans une situation dramatique. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. On va espérer que l'appel de l'opposition à un dialogue soit entendu, que ce qu'on peut faire comme réforme soit fait, on va l'espérer, peut-être pas tout, mais soit fait, et qu'en 2025, on n'épargne les Ivoiriens des plaies, d'autres drames, d'autres morts. D'autres drames. Ce peuple-là a assez souffert comme ça, il n'aspire qu'à une vie tranquille et on peut... Monsieur Chasson, vous coupez. Je pense que l'ensemble des Ivoiriens, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, que vous prenez l'ensemble des Ivoiriens, je pense qu'on n'a pas de problème entre nous. Vous avez raison. Je pense que vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour faire votre interview, vous avez regardé, vous avez circulé à Abidjan ou un truc, vous n'avez pas vu tout au long de votre séjour de l'hostilité vis-à-vis du voisinage ou un truc. Non, moi j'y vais régulièrement et je me rends compte qu'on n'a pas ces problèmes-là. Le feu vient toujours des politiciens et je pense aujourd'hui, on est d'accord sur ce plateau que ce qui nous unit, M. Audin, qui était au lycée classique, a grandi, qui est ivoirien, et moi, ça me fait plaisir d'avoir des gens issus d'autres communautés qui soient impliqués dans la politique avec une vision, une approche qui est complètement différente, et que c'est ça l'intégration aussi africaine, et que le débat ne doit pas se limiter que des Ivoiriens de père et des mères, eux-mêmes nés Ivoiriens, ça n'a pas de sens. Ici, en France, ici, voilà. Et M. Audin, ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Absolument. Que ces élections seront un tournant décisif. Absolument. Et que la solution aujourd'hui à ce qui nous réunit aussi, c'est une solution politique et non judiciaire. Absolument. Je terminerai avec ça, Richard.
Le président Gbagbo a dit le 11 avril 2011, quand il a été arrêté, les gens se souviennent, la partie militaire de la crise est terminée, il reste à régler la partie civile. Le règlement de la partie civile, c'est octobre 2025. Et le président Gbagbo m'avait dit en prison, quand on aura réglé la partie civile, la Côte d'Ivoire sera tranquille pour les 50 ans à venir. Oui. Si vous prenez l'âge du président Gbagbo, vous rajoutez 50 ans, il ne parle pas pour lui. Non, c'est vrai. Voilà. Vous avez totalement raison. Un dernier mot. Oui, moi je voudrais dire que, d'après tout ce qu'on a dit, l'initiative revient au pouvoir, puisque c'est le pouvoir qui gère le pays en ce moment. L'opposition a fait une demande importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens, les citoyens lambda, où les hommes politiques doivent s'asseoir aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire. Regardez au-delà des individus, au-delà des candidats des partis, mais regardez la Côte d'Ivoire. Donc il faut que le pouvoir qui a l'initiative convoque, invite les partis de l'opposition et la société civile même pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire, pour qu'on mette en place les éléments qu'il faut pour garantir la paix et la sécurité des Ivoiriens pour les prochaines élections. Merci. Merci. Toto Jérôme Baloubi, je rappelle que vous êtes enseignant, professeur d'université, vice-président en charge du Conseil de représentation nationale, vice-président du MJC, en charge du Conseil de représentation nationale. Merci à vous d'avoir participé à ce débat ou d'un conseil spécial du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec vos compatriotes ivoiriens l'espoir de voir se dérouler en 2025 une présidentielle apaisée dans votre pays. Salif Koné, partisan RH d'épée. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange et d'avoir pu avoir une sorte de consensus sur l'approche et sur ce que vous jugez bon pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Merci Richard de nous avoir invités. Et puis j'espère que la paix continuera à exister en Côte d'Ivoire et que ça sera le socle d'un nouveau départ pour notre pays. C'est ce qu'on souhaite. Merci. À la Cabo. À la Cabo. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci.